Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. De l'humour au football, Yakampa, les deux nous plongent dans la gaieté, la passion et nous détendent au cours de cet épisode de la team JMJ. L'humour sera la rencontre du football sous la guidance du président de la République très démocratique du Gondwana, j'ai cité Maman. En ce moment, les aigles du Congo sont d'un glamour ensorcelant. Les surnommés samouraïs ont emporté l'eau et Renaissance dans leur charme pour les mettre à genoux. Souvent ou presque, dans la plupart des cas, à genoux avant chaque 11 mars. Mais à cette date, le Paris Saint-Germain est tout simplement inarrêtable. Les Franciliens ont une histoire avec cette date, une histoire des grandes victoires, des victoires qui vous seront relatées dans cet nouvel épisode de la Team JMJ. Le casting est donc au complet, la team JMJ, c'est parti comme d'hab. On se lave vraiment. Voilà, on va encore se la jouer autrement au cours de ces 12e épisodes de la team JMJ pour les comptes bien sûr de la saison 1. Jean Choi, cette semaine c'était bien sûr ma semaine, j'étais à l'honneur. J'ai passé une semaine, on va dire, bonne avec beaucoup plus les boulots qui étaient là, comme souvent. Moi, je sais pas le dire si elle est bonne ou pas, c'est à toi de me dire si ta semaine... c'est une semaine spéciale, on va dire. Après, je pense qu'il y a quand même des éléments substantiels qui font que ta semaine, elle peut ou n'est pas être bonne. Des éléments Déjà. À ma connaissance. Déjà. Après, c'est ta semaine. Lundi, je suis au boulot. Et bon, je suis resté traditionnel, les journaux et autres. Mardi, voilà, direct, je suis avec les femmes. Je suis avec les femmes, mais c'était pour une bonne cause. C'était donc pour les comptes de la foire des femmes des médias. Donc, j'étais aussi participant. Et après, mercredi, c'est un peu... Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que j'y étais. Bon, voilà. C'était une manière de mettre hors de ma vidéo. Mais après, jeudi, j'étais contraint de vous mettre dans ma vidéo pour notre déplacement à Carabia quand on était en train de tourner, bien sûr, les focus que vous allez suivre, bien sûr, dans cette émission. On tournait avec le président de la République démocratique du Gondwana. Et là, on va retrouver la team tout ensemble dans ma semaine pour la première fois. Ouais, c'est rare ça, c'est rare. D'ailleurs, 2 fois. C'est très rare, c'est sûr que la première fois on en parle, mais on ne les voit pas. Ouais. C'était mardi un peu trop féminin. Tu t'avais trouvé avec toutes ces dames autour. Mais après, il faudra dire qu'en soi, c'était une belle émission. La seconde partie, je ne vais pas trop parler là-dessus, mais ils le verront. Ça fait que ça colorait un peu tous nos semaines. Voilà, on va suivre d'abord la vidéo pour ce qui est bien sûr de ma semaine. Et aussi un petit avant-goût pour ce qui est du focus de cette semaine, bien sûr. Bonjour les amis de la team JMJ, j'espère que vous allez bien. Moi, ça marche de ouf, Tenny. Je vous plonge dans ma semaine, une semaine très agitée. J'étais dans la plupart des cas dans les tafs. Lundi déjà avec la préparation et la présentation du journal des sports. J'étais submergé franchement dans le boulot. Mardi, j'ai un peu bougé. Je suis allé passer ma journée au bassin de la ville. C'était pas pour la détente, mais pour représenter mon directeur général, monsieur Basile Bilali, à la foire des femmes des médias. Mercredi, j'ai par contre eu une journée calme, mais j'étais plongé dans la préparation de cet épisode de la team JMJ. Arrivé jeudi, j'ai eu une journée très chargée. Après, je vous jure, c'était une journée mémorable. La team et moi et tout notre arsenal technique, on a fait une descente au Pullman Grand Carabia pour tourner le focus de cet épisode de la team JMJ avec un invité des légendes. C'était fabuleux et inédit ici à Lubumbashi.
et peut-être dans les grands Katanga de voir un humoriste parler football dans une émission et surtout une légende comme le président de la République très démocratique du Gondwana, j'ai cité Maman. Voilà, c'est un peu ça ma semaine. Comme c'est encore la tradition chez moi, je suis resté dans le fameux boulot palais à l'image des Chancel Mbemba. Voilà, c'était donc ça ma semaine, Joël Banewa. Ouais, une bonne semaine. Mais ce qui est bien dans cette semaine, c'est quand même, ça reste ce tournage-là qu'on a eu à faire, c'est le plus bon moment. Mais bon, on est en train de préparer aussi des petites choses en coulisses. On s'est vu pour parler, discuter. Je trouve. C'était mardi. Ouais, on a vraiment passé. En fait, c'est une semaine où on est trop entré dans ta semaine. Je trouve que c'est une semaine qu'on a quand même partagé ensemble. Ouais, la plupart des cas on était ensemble. Ouais, donc on s'est quand même assez vu. Non, c'est super. C'est une semaine de paix, j'ai l'impression. Une semaine assez tranquille. Une semaine paisible. Ça reste tranquille quand on se voit, ça reste tranquille, on va pas non plus se décapiter. Oui, mais après, je pense que beaucoup de choses sont à venir. Moi, tout ce que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui continuent à croire en ce qu'on apporte dans les milieux sportifs. Et c'est pas pour rien qu'on se voit, c'est pour parler de toutes ces choses-là. Et surtout dans la production des émissions. Tout à fait. C'est sûr qu'on prend notre pied, on peut bien boire, on peut faire ce qu'on veut, mais derrière, l'objectif reste le même, c'est d'améliorer ce que nous faisons en écoutant ceux qui nous suivent. Et ça fait partie de ta semaine. C'est sûr que j'ai envie de dire que c'était un peu notre semaine à tous. Bon, après. Malheureusement, c'était moi à l'honneur. Voilà, la team GMJ était là pour vous, bien sûr, tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on continue donc avec cette belle émission qu'on va vous présenter. Avec déjà la toute première partie, la grande partie de cette émission, c'est la partie où on refait les matchs. Et aujourd'hui, on va faire le match du groupe B de la phase classique de la Ligue nationale de football qui a vécu hier entre les équipes des Aigles du Congo et l'OC Renaissance. Victoire pour les Samouraïs, 2-1. On refait les matchs, c'est après ça. Voilà, 2-1, les Aigles du Congo qui retrouvent encore de la splendeur et qui sont intraitables en ces derniers moments. Oui, justement, on a en fait une équipe des Aigles du Congo qui ils abattent un travail quand même assez exceptionnel. J'ai pas envie d'entrer dans l'organisation quoi que ce soit, mais ça reste quand même une équipe qui, en dehors du fait qu'ils gagnent des matchs importants, mais c'est une équipe qui te propose du jeu. Moi, en regardant cette équipe des Aigles du Congo, avec ce nouveau système, ce 4-4-2 qu'adapte l'entraîneur des Aigles, c'est assez intéressant parce que voilà, ça lui donne la possibilité d'avoir des latéraux qui ont beaucoup de vitesse avec entre autres le très talentueux Matobo. Donc ça permet à ce que il ait une forte puissance offensive. On doit rappeler quand même qu'ils sortent d'une belle victoire contre les Vita Club de Kinshasa, même si c'était sur 2 jours malheureusement, mais ça reste tout de même une victoire face à un grand de ce championnat et ils enchaînent. Et moi je trouve que ce que font les Aigles du Congo aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'ils avaient démarré depuis la saison dernière. Des Aigles, même si quand même il y a eu une cassure, il est parti, d'autres joueurs sont partis. Luc Emaël il est arrivé, je crois que c'est Chibassou qui commence le projet, après il y a l'arrivée il y a eu un vide, il y a eu un autre entraîneur, après il y a eu le Luc Emaël qui est arrivé, il a fini la saison, etc. Donc c'est une équipe qui continue, malgré les changements d'entraîneur, on sait que ça a un impact, mais dans le projet, on sent qu'il y a une cohérence, il y a une continuité. Aujourd'hui, les résultats sont en train de le prouver. Après, Kelvin Bileko, qui est l'avant-centre de cette équipe des Aigles, j'ai comme l'impression que oui, il est talentueux, mais j'attends un peu plus de lui. Vous savez que dans le football congolais, tous les grands clubs qui réussissent à faire des grandes choses, à avoir des titres par exemple, c'est des clubs qui ont des véritables avancantes, des avancantes à 10, 15 buts. Donc aujourd'hui, j'attends un peu plus de Kelvin Bileko, qui doit normalement marquer un peu plus de buts pour amener cette équipe. Lui qui n'avait pas dimension. Pour une petite parenthèse, qui n'avait pas réussi TP Mazembe. Ah, le TP, c'est un océan. Son passage. La constance dans le projet, aussi, on va dire, une bonne définition du projet des Aigles du Congo. Aujourd'hui, il y a des résultats qui sont vraiment escantés. Oui, mais ça, c'est hyper important, même si à un certain moment, Joël semble ne pas vouloir parler de ça, mais après, des bases, c'est une équipe qui s'est beaucoup plus organisée
dans les silences, j'ai envie de le dire, avoir non seulement de bons jeunes joueurs, parce que la moyenne elle est vraiment entre 23, 18 à 23 ans, donc on est parti pour une équipe assez trop jeune. Et qu'au-delà de ça, on essaye d'apporter des infrastructures qui peuvent accompagner ces clubs-là à se mesurer à des grandes formations du football au pays. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que les Aigles du Congo sont deuxième classés avec 31 points. Ils battent quand même l'AS Vita Club. On a beau dire que V-Club ça va pas, mais ça reste quand même ouais, mais ça reste V-Club, ça reste le plus grand club de la capitale. Et surtout que V-Club venait d'un grand match face à Mani Magnon. Tout à fait, effectivement. Donc je crois que cette victoire-là leur donne aussi encore plus envie de faire mieux, d'écraser un peu tout sur leur passage. Et aujourd'hui, ils sont sur une bonne pente. C'est remarqué par cette organisation qui est réelle, que l'on peut palper, que l'on peut toucher. Aussi un accompagnement très fort de Didier Chimanga qui est celui tout le temps qui peut venir voir un match, même celui estimé pas plus important. Vous voyez un peu, il est là tout le temps, il peut tenir un discours, il peut haranguer ses joueurs, il peut leur dire d'aller encore plus loin parce qu'ils ont le potentiel d'aller plus loin. Mais après, quand vous regardez de loin, ce que fait les Aigles du Congo avec les potentiels qu'ils ont, l'envie que tu as tout de suite la vie que tu as tout de suite envie de donner, c'est que voilà, ce n'est pas une équipe extraordinaire, mais c'est seulement une équipe qui a pris conscience qu'aujourd'hui, à l'état actuel, avec ce que représente aussi Vita Club, qui n'est pas au meilleur de sa forme, avec un Mani Magnon qui peut te faire 2, 3, 4 matchs assez constants et puis te faire un nul inopportun, avec l'OC Renaissance qui à un certain moment pouvait bouger les lignes, mais ce n'est plus la même chose. Il y a que la Rangers qui arrive en force, mais derrière, ça reste quand même une poule très exploitable pour eux et ils essayent de mettre toutes je sais pas comment dire, mais tous ces paramètres à leur profit et aujourd'hui les résultats suivent. Et d'abord dans le football à Kinshasa aujourd'hui, on va dire les Aigles du Congo ont su déjouer les hiérarchies avec club des SMP. Ouais, clairement, parce que DSMP, c'est déjà une équipe qui est pratiquement pour moi morte. Il reste que la cérémonie funèbre, mais c'est une équipe qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, on a les Aigles du Congo qui logiquement prend la place. Vous savez, dans le football c'est un éternel recommencement, comme le disait Gérard Piquet. C'est-à-dire que vous pouvez faire une très très grande saison, mais 3 mois après, vous devez tout refaire à zéro. Et aujourd'hui, les Aigles du Congo profitent des mauvaises formes d'un tel, et ça fait en sorte que ils prennent cette place-là. Logiquement, ils volent aucune place. Ils méritent d'être là. Aujourd'hui, ils sont deuxième au classement. C'est vrai que Vita Club a 2 ou 3 matchs de retard, mais ils sont deuxième au classement. Et derrière eux, c'est Rangers, Vita quatrième au classement. Donc aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on a des clubs qui ont des résultats et qui prennent la place de ceux qui fainéantent. Ceux qui fainéantent, c'est Vita Club, ceux qui fainéantent, c'est Renaissance, c'est DSMP. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est en train de progresser, qui est sérieux dans son projet. Comme j'en l'ai dit tout à l'heure, ils le font avec un peu moins de bruit, mais il y a des résultats. Parce que dans le football, quoi qu'il arrive, la vérité du football, c'est les terrains. Et sur terrain, l'équipe des Aigles du Congo est difficile à jouer. Et quand elle joue, soit c'est un nul, soit ils gagnent. Donc ils ont très peu de défaites. Et c'est une équipe qui est capable de pouvoir inquiéter les grands. Après, on a besoin ou on a hâte de voir cette équipe-là se confronter aux équipes du groupe B, dans ce play-off-là, voir comment ils vont gérer ces play-offs. Mais en ce qui concerne le groupe B, là où ils sont logés, c'est une équipe qui aujourd'hui n'a rien à craindre de personne. Et en parlant même de ces play-offs qui pointent à l'horizon, est-ce que cette équipe des Aigles du Congo qui l'année passée a frôlé la qualification pour l'Afrique, est-ce que cette équipe, avec tout ce qui l'entoure, a les armes pour aller chercher aussi une sensation l'année prochaine pour la Ligue des Champions ou bien la Coupe de la CAF? Personnellement, l'année passée, ceux qui partent en Afrique, il y a le Popo, il y a Vita Club, il y a Mazembe et puis il y a Mani Magnon. Parce que les Aigles du Congo, c'est donc presque à la Coupe de l'Afrique. Ouais, effectivement, c'était à la dernière minute que le club. Ni t'étais la Coupe du Congo, ils sont africains. Effectivement. Donc, en gros, j'ai comme l'impression que aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs. C'est ce qu'il disait ici Joël tout à l'heure, parce que c'est un club qui est conscient que aujourd'hui, au pays, le football n'est plus aussi au meilleur de sa forme. Mais eux, ils apportent cette certaine sérénité qu'on a un peu manqué pour le club, surtout venant des Kinshasa à un certain moment. Parce que eux, ils arrivent, ils font les choses de leur manière et surtout sans faire beaucoup de bruit ou ni fanfaronner aussi. Parce que personnellement, pour répondre directement à ta question, je suis sûr que c'est vraiment un candidat potentiel et sérieux pour la C2
Et la surprise serait de voir les Aigles du Congo en Ligue de Champions. Là maintenant, il faudra aller. Titi Mazembe. Ouais, effectivement, Jimmy avoir des biceps, voire même des biceps. Pour effectivement. Comme Joël à la fin de l'année dernière, il a fait ça. Il fait des teams. Je sais pas si. Une parenthèse. C'est vrai que ça continue. Hein. Est-ce que ça continue ça? Non, ça c'est pas rassurant. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont les armes, ils ont les talents, parce que j'ai parlé des jeunes qui arrivent tout de suite dans notre football et qui se font un nom, mais ces jeunes-là, ils sont si talentueux. Ils ont un entraîneur, personnellement, je ne connais pas sa réputation sur le plan national en termes de football et de ce qu'il a fait, mais j'ai comme l'impression qu'il a maintenu. Non, c'est pas un Portugais, enfin, je pense que c'est un Congolais. Donc il y avait des communications sur un Portugais comme ça. Il a maintenu une certaine constance sur ce qu'il a trouvé déjà, ce travail qui a été abattu par Emmaël et bien sûr ses prédécesseurs. Et lui, il travaille sur ça, il essaie d'apporter aussi sa façon de faire. Et les Aigles du Congo, ça gagne avec manière sur terrain. Ça, c'est hyper important. Donc, les armes, ils en ont. Il faudra maintenant avoir un mental des grands parce que tout se décide par là. Au play-off, ce sont des détails. C'est comme ça que Mazembe, Vita Club et les autres arrivent à s'imposer facilement parce qu'eux, ils ont les mentales pour ça. Maintenant, les Aigles, ça doit aussi venir. Ils ont appris la saison dernière. Maintenant, il faudra que cette saison, qu'on puisse faire mieux que échouer à la porte. Parce que là, ça serait finalement malheureux. Oui, c'est une équipe, il ne faudrait pas l'oublier. Même dans le projet de Didier Tchimanga, qui est le président de cette équipe, il veut que son club grandisse crescendo. Aujourd'hui, c'est parmi les rares clubs qui peut aujourd'hui se vanter d'avoir un centre. Enfin, aujourd'hui, c'est encore un terrain, mais ça finira par devenir un centre. Donc, c'est un club qui évolue avec un projet sérieux, un projet constant. Ils avancent petit à petit. Moi, je ne serais pas très critique envers cette équipe-là en disant que la saison d'après, ils doivent encore faire mieux. Non, je pense pas, parce que Vidier non plus n'a pas les moyens de Katumbi, n'a pas les moyens de Tango Fort. Donc, lui, il arrive, il essaie de se hisser entre ses grands dirigeants et il le fait peut-être de la meilleure de manière. Moi, je pense que c'est plus un exemple pour les autres clubs. Et si les Aigles du Congo parvenaient à faire cet exploit qui serait... parce que pour moi, même s'ils jouent la CEDECAF, c'est quand même un exploit pour cette équipe-là. Donc, s'ils arrivaient à accéder à cette porte continentale, ça serait intéressant pour eux. Mais ça sera aussi une belle image vendue du championnat congolais parce que, remarquez, les grands championnats, ça varie parfois. C'est vrai qu'il y a toujours Al-Ali et peut-être même Zamalek, ça commence à disparaître. Maroc, c'est pas, c'est Raja, c'est Ouida. C'est différent, c'est-à-dire qu'il y a des projets. Là, c'est encore pire. Et chaque année, on invente un nouveau club. Donc, ça serait une belle image qu'on va renvoyer à l'Afrique en disant que à partir du moment où le club n'est pas bon, on a les Aigles qui peuvent garder le standing du championnat au niveau africain. Donc, ça serait intéressant pour les championnats. Et si on parlait, et la dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'est peut-être en 2014, quand on a Vita Club et Mazembe en Ligue de Champions, et puis on a Renaissance qui joue la C2, il fallait aller chercher un club là. Et en parlant même de Renaissance, on sent que ça marche toujours pas. Ce qui se passe dans cette... Je crois qu'au début, ils ont essayé quand même de faire... Non, mais c'est ça le problème. Ce qui se passe dans cette... Moi, j'ai toujours dit, un club de football, c'est les projets sportifs que vous avez. C'est ce qui définit, c'est votre fil rouge, c'est la ligne à suivre quand vous êtes un club professionnel. Ce qui se passe avec l'équipe de Renaissance, c'est qu'en début de saison, ils nourrissent des ambitions. Il y a un semblant de moyens qui est mis et les joueurs dans leur tête, ils partent avec toute la bonne volonté et ils jouent leur football. Les résultats sont positifs. Mais à partir du moment où le projet lui-même devient fragilisé, les résultats ne vont plus suivre. Ou peut-être quand les résultats deviennent un peu moins bons, les présidents essaient qui financent, commencent à financer un petit peu moins, on se retrouve avec 1 mois, 2 mois impayés, ça fragilise tout un club. Donc moi je me dis que c'est pas que la faute aux joueurs. Les joueurs, ils font leur travail, pareil que l'entraîneur. Ça peut ou ne pas marcher, mais le projet d'un club, la structure d'une équipe ne bouge pas. Vous pouvez avoir ou pas les résultats, mais dans votre façon de diriger un projet, un club, ça ne doit pas changer. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de clubs en RDC, c'est les sérieux dans les institutions et ça fragilise les équipes. L'équipe de Renaissance a un 11 de départ qui est capable de finir 4e ou 3e même de ce championnat parce qu'ils l'ont en début de saison, ils l'ont largement prouvé, mais seulement que c'est une équipe qui est fragilisée par ces instances qui dirigent. Renaissance, ça marche toujours pas. Bon, après les problèmes de Renaissance. Ils sont 7e là quand même. Oui, mais après 7e, ça ne vous garantit pas une place en playoff. Ouais, c'est-à-dire 7e, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas, vous jouez les playoffs. Effectivement, donc je crois personnellement que Joël il a totalement raison, mais après il n'y a pas que les moyens.
pour Renaissance, c'est beaucoup plus l'organisation qui pose aussi beaucoup de difficultés. Je crois que ces clubs, dès sa création en 2014, c'est un club, personnellement, il y a des gens qui l'ont dit, c'est pas mon point de vue, je répète encore, il y a des gens qui l'ont dit, c'est un club voué à l'échec, parce que du point de vue organisationnel, Renaissance n'a jamais été aussi fort que ça. Et c'est des problèmes qui l'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et on a du mal à commencer bien une saison et à la terminer bien, parce que plus vous commencez la saison en force, plus il y a les joueurs qui se font voir, plus on les exporte, ces joueurs-là. On les vend à certaines équipes qui arrivent, qui ont peut-être pas assez de moyens, mais qui ont quand même quelques sous pour s'offrir ces joueurs-là. Je parle d'Angever, je parle des New Jack et de tout consort. Il y a des joueurs qui viennent de Renaissance et qui partent alimenter ces clubs-là. Mais Renaissance garde quoi en retour? Parce que ça fait que vous commencez fort, vous avez un beau football, vous avez un projet au début qui semble être constant, mais après, plus vous avancez, plus c'est décrescendo. C'est ça le problème de Renaissance. Et ça commence pas cette saison. Et ça a toujours été les mêmes discours. On nous a fait voir que c'était Mukuna qui a porté tous les problèmes du monde à Renaissance. En général, ils se sont séparés, il est en Ligue 2 avec son Renaissance à lui. Parce que celui qui reste en Ligue 1, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il n'y a pas de vrais projets définis pour une équipe de football. Alors que, Joël le disait tout à l'heure, pour qu'une équipe de football puisse avoir cette expansion possible, il faudra que ce soit un projet défini par l'ABC. On sait qu'on commence par ça pour atteindre tel objectif. Mais ce n'est pas le cas avec Renaissance et bien d'autres clubs à Kinshasa, malheureusement, qui jouent la première division de notre championnat. Et c'est pas beau pour moi, j'ai pas plaisir. Notamment les Angers qui sont là. Il y a le FC Céleste. Il y a Céleste aussi. Qui parfois essaie de faire de bons résultats. Mais Céleste, c'est Mataka qui est devenu de Kinshasa. On ne sait pas clairement les vrais projets. On va poursuivre avec cette émission. Tout en maintenant vous donnant tous les résultats des matchs qui sont joués en week-end, aussi qui est bien sûr des sites Ligue nationale des football, c'est donc dans notre partie les ZAP. Voilà, on va commencer par ces matchs, déjà qu'on a décrypté 2-1 entre l'équipe des Aigles du Congo et le FC l'OC Renaissance. L'équipe du PSA Mazembe était en train d'atomiser l'équipe du Panda, 0 but contre 4. La GS Robazono est tombée devant Malolé, 0 but contre 1. Sanga Balende a pris les meilleurs sur l'équipe des Simba, 1 but à 0. Ouais, Sanga Balende, ça c'est un petit peu l'habitude de cette équipe-là, parce que Sanga Balende, à partir du moment où ils vous reçoivent à Cache à la Banzola, c'est difficile de vous en sortir. L'équipe de Simba aussi, pareil, c'est une équipe qui peut montrer des très belles choses, mais je trouve que Daoula Lupembe aussi n'arrive pas à transcender réellement cette équipe-là. Au début, on parlait du manque d'investissement, mais là, on a l'impression que c'est aussi l'entraîneur qui n'arrive pas à avoir les résultats escomptés. Il aurait pu battre le Popo, il ne l'a pas fait, il se contente d'un match nul, et là, il se déplace à Sanga Balende. On sait que c'est difficile, mais Sanga Balende, c'est un adversaire direct. À défaut de ne pas gagner ce match-là, au moins tu fais un match nul, mais bon, ils n'y arrivent toujours pas. Profiter peut-être de parler du TP, ça reste le TP. Moi, je m'incline devant la culture de la gagne que cette équipe a, parce que ça reste des victoires. Hein. Ça reste des victoires. Ça peut être Chaibou qui marque, ça peut être Badara Fati, mais ça reste des victoires pour les TP. Donc, on a là une équipe capable de pouvoir garder son standing, même quand les joueurs n'ont pas le niveau du club. Voilà, en semaine, la CAF est en train de tenir son assemblée générale élective qui a vu donc Motsepe être réélu à sa propre succession à la tête de cette instance fêtière du football africain. Et dans les comités exécutifs de la CAF, il y a bien sûr une Congolaise, c'est donc Madame Bestine Kazadi qui est parmi le président de cette institution, et elle est chargée du football féminin. Oui, mais bon, c'est une bonne chose. Je commence par Motsepe. Vous savez, il est venu avec un bon discours. C'était celui de renflouer les caisses de la CAF et surtout de permettre à ce que le football soit le plus spectaculaire, comme on les voit en Europe, en Amérique latine et tout ce qui va avec. Mais après, moi, je prends l'impression que ces premiers mandats n'aura finalement servi à rien. C'est vraiment des projets pour l'échec. On a fait l'African Football League qui n'a pas marché. On a fait le Chan qui a pu disparaître et tout ce qui va avec.
Derrière, ça reste quand même une déception. Je prends l'impression que c'est un peu une manette téléguidée par la FIFA et Infantino quand il veut. Quand ça peut taper sur l'Afrique, ça tape. Mais quand il faut vraiment trouver des solutions pour rendre notre football professionnel, ça, je ne le vois pas. Donc c'est quand même une déception. Maintenant derrière, il y a Bestine Kazadi. Bon, vous savez, elle a dirigé le club, mais je ne connais pas sa politique sportive en matière du football féminin. En gros, ce qu'elle était à Vita Club, je ne sais même pas s'ils avaient une équipe féminine. Je ne sais pas s'ils en ont déjà. À son époque. Personnellement, c'est une bonne chose parce que je suis congolais. C'est bien de voir une Congolaise émerger jusqu'à ces points-là. Mais après, je suis quand même inquiet pour ces footballs féminins qui est en train de sortir petit à petit. On voit aujourd'hui des nations un peu plus construites comme les Maroc, comme l'Afrique du Sud. Et ce qui va avec, et même s'il faudra dire que notre RDC est en train de venir à pas de tortue avec tous ces problèmes qu'elle traîne derrière elle, bon, ça reste une bonne chose. Attendons voir ce que Bestine Kazadi va proposer. On espère que ça sera différent de ce qu'on a vu d'elle à Vita Club. En Europe, ça s'est joué pour les comptes, bien sûr, des huitièmes de finale retour de l'Europa League Conférence. Cédric Bakambu était en train de réaliser une belle performance face à l'équipe de Victoria Guimaras avec un doublé à la clé. Ouais, c'est un joueur qui est en train de renaître de ses cendres pour le bonheur de tous les Congolais. Bakagoul, comme on l'appelle, on l'attend pour cette trêve. Il va forcément faire beaucoup de bien. Mais voilà, ça reste aussi une équipe du Betis. On n'en parle pas assez, mais c'est une équipe qui fait quand même une sacrée saison. Et c'est peut-être parmi les potentiels clubs qui vont retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cette Ligue Conférence, oui, il y a quand même Chelsea qui est le gros poisson. Mais je pense quand même que l'équipe de Betis peut avoir son mot à dire dans cette compétition-là. UEFA Champions League, ça s'est joué le mardi et le mercredi pour les comptes, bien sûr, des huitièmes de finale retour. Le Real Madrid a éliminé l'Atlético Madrid aux tirs au but. Le Barça a pris les meilleurs du Benfica à Lisbonne et s'est qualifié. Le Paris Saint-Germain a réalisé une remontée encore vertigineuse face à l'équipe de Liverpool pour une qualification pour les comptes, bien sûr, des quarts de finale. Je pense que dans la logique des choses, on retrouve des favoris annoncés avant. Le Barça qui était déjà bien donné contre le Benfica, même si il y a des gens qui avaient prétendu qu'il y aurait vraiment une sacrée confrontation match retour, mais ça l'a pas fait. Et puis le Real Madrid, oui, il était déjà donné favori face à l'équipe de l'Atlético, mais ça c'était vraiment disputé sur le terrain. C'est sûr qu'il y a des décisions un peu polémiques jusqu'aujourd'hui prises par l'arbitre, ce qui va avec. Mais le plus important, c'est que le Real a joué son football, même si il n'est pas au meilleur de sa forme. Ça c'est toujours été la mentalité de la Maison Blanche. Et le résultat de course, c'est qu'ils sont en quart de finale. La plus grosse surprise, faudra le dire, je mâche pas mes mots, c'est de voir le Paris Saint-Germain écarter l'équipe de Liverpool. Ça reste quand même Liverpool. Mais c'était quand même le 11 mars. Oui, on va parler du 11 mars tout à l'heure. Mais écoutez, ça reste quand même Liverpool, ça reste les premiers classés de la Premier League. Avec 16 points d'avance sur Arsenal. Tout à fait, avec Mohamed Salah et tout ce qui va avec. C'est toute une histoire des 6 Ligues de Champions remportées. Et à voir ce que les Paris Saint-Germain fait cette saison, ce que je comme l'impression que Lucien Enrique l'avait dit à ses débuts au Paris Saint-Germain, que quand il arrive, il va construire une plus belle équipe des Paris Saint-Germain qui n'a jamais existé. Et à voir ce qu'ils font sur le terrain, les collectifs, les mentales, la jeunesse aussi qui arrive tout de suite. J'ai comme l'impression que c'est quand même un pari réussi. Et attendons voir ce qu'ils vont proposer contre Aston Villa en quart de finale. Un pari pour parler de réussi à Paris. Ce qui est toujours difficile. Comme le dirait bien Mohamed Denis. Donc c'est toujours difficile à Paris d'avoir des paris réussis. Voilà, nous sommes déjà dans la partie un pas dans l'histoire et on va rester en Europe avec c'est Paris Saint-Germain qui fait de la misère quand il s'agit du 11 mars, Joël Banewa. Le 11 mars, c'est justement de cette date dont nous allons parler ensemble avec vous. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que si il y a une date qui devait symboliser le destin européen du Paris Saint-Germain, eh bien, le 11 mars serait sans doute le meilleur témoin.
3 soirs, 3 épopées, 3 moments qui ont façonné l'histoire du club dans la plus prestigieuse des compétitions. Le 11 mars 2015, Stamford Bridge, la naissance d'un caractère. Ce soir-là, le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc se déplace à Londres pour y affronter les Blues de Chelsea en 8e de finale retour. Après un nul, un but partout à l'aller, la mission s'annonce périlleuse, d'autant plus que Zlatan Ibrahimovic, le joueur star de cette équipe, est exclu dès la première période. Mais Paris refuse d'abdiquer dans l'adversité. David Luiz égalise à la 86e minute d'un coup de tête rageur, envoyant les deux équipes en prolongation. Thiago Silva, alors capitaine de l'équipe, parachève l'exploit d'une nouvelle tête majestueuse, 2 buts partout, une qualification au courage, la première d'une nouvelle ère. Le 11 mars 2020, Dortmund, le cri d'un Parc des Princes silencieux. 5 ans plus tard, dans un monde frappé par la pandémie, le Paris Saint-Germain retrouve le Borussia Dortmund en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Défait 2 buts à 1 à l'aller, les Parisiens doivent renverser la vapeur. Mais sans leur public, huis clos oblige, Neymar et Juan Bernat font le travail avant la pause, 2 buts à 0 dans un Parc de Princes vide. Le cri de soulagement viendra finalement de l'extérieur du stade, une célébration improvisée totalement avec les supporters restés au bord du stade. Une revanche éclatante après des années de frustration européenne. Le 11 mars 2025, Anfield, l'exploit ultime, battu 1 but à 0 lors du match aller au Parc des Princes, les Parisiens devraient renverser Liverpool sur ses terres, alors que les hommes d'Arnaud Slot sont annoncés comme étant les meilleurs joueurs, la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ousmane Dembélé a relancé l'espoir de tous les Parisiens en marquant à la 35e minute de jeu, égalisant sur l'ensemble des 2 matchs. Malgré une intensité folle dans ces matchs, avec une bataille exceptionnelle, le score ne va pas évoluer et tout se jouera au tir au but. Et c'est là que va ressortir le nom d'un héros, Gianluigi Donnarumma. Impérial, il repousse 2 tentatives adverses, offrant ainsi la qualification au Paris Saint-Germain. Un exploit marquant pour les Parisiens qui poursuivent leur aventure européenne. Eh bien, c'est toujours le 11 mars que le Paris Saint-Germain sort la grande performance en Ligue des Champions. Le 11 mars est simplement un jour du calendrier pour certains, mais le 11 mars est une date des légendes pour le Paris Saint-Germain. C'est donc ça, on pensait que c'était voilà un coup du hasard, mais finalement les hasards n'existent plus à partir du moment où ça coïncide énormément, parce que les histoires sont quand même folles. Ça se joue tous les 5 ans. C'est-à-dire que Chelsea, 5 ans après, le Borussia Dortmund, et pratiquement 5 ans après, ils jouent cet exploit contre Liverpool, et c'est toujours un certain. Alors il faut que l'aider à l'UEFA que la finale de la Ligue des Champions commence à se jouer les 11. Vous voulez bien déjà, Manchoui. Même bon, vous savez, après, j'adore voir Paris, mais moi, ces histoires, je prends l'impression que c'est une simple coïncidence. Même si vraiment, c'est pas eux qui tracent les calendriers, c'est pas eux. Franchement, après, c'est des. Alors que le 14 février, ça a toujours été une date du malheur pour les Barça. Ils sont dit. Pendant que les autres fêtent l'amour, on fête les malheurs. Bon, voilà. Donc, je prends l'impression que oui, mais après. Donc c'est une superstition. Ça a toujours été. Oui, je suis tenté de dire que c'est ça. Ça a toujours été. C'est un Parisien qui parle. Il le dit. Ça a toujours été exceptionnel. Moi, personnellement, pour moi, un Parisien, moi qui adore voir Paris jouer, c'est toujours exceptionnel de voir cette équipe-là faire de remontées folles, avoir des qualifications à la limite de ce qu'on peut s'imaginer, comme face à Liverpool. Mais après, on ne va pas forcément coller cette identité-là du football pur et simple à une certaine date donnée. Mais voilà, ça reste. Mais ça revient. Oui, ça revient. Chaque 5 ans. C'est une forme d'éphéméride, ça revient. On refuse pas, mais bon voilà, ça reste Paris, ça reste une belle qualification. Attendons les 11 mars de l'année prochaine. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Paris Saint-Germain, on va y rester à Paris pour évoquer un autre joueur, une légende de cette équipe qui a aussi été légendaire au FC Barcelone, à l'AC Milan, c'est le Brésilien Ronaldinho. Et moi, je les surnomme ici les magiciens du football. Et on va parler de lui, dans ses panthéons. Aujourd'hui, c'est sûr que ça fait un peu trop de Paris Saint-Germain dans l'émission. Je m'en plains pas.
Voilà, un tiré éclatant, dribble. Et surtout que notre invité, il est parisien. Hein. Bien sûr. À moitié barcelonais, donc on parle de tout ça. C'est notre parti. Sourire éclatant, dribble envoûtant, passe lumineuse. Ronaldinho Gocho restera à jamais l'un des joueurs les plus spectaculaires d'histoire du football. Retour sur sa carrière et surtout d'un artiste qui a illuminé les terrains avec son talent inégal. Né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, Ronaldinho s'est fait remarquer dès son plus jeune âge grâce à son aisance technique hors norme. Formé au Grêmio, il explore et explose aussi en équipe première en 1998, éblouissant les championnats brésiliens par son génie balle au pied. Son premier et grand exploit international arrive en 1999 lorsqu'il remporte la Copa América avec le Brésil. En 2001, Ronaldinho quitte le Brésil pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Son talent est indéniable et malgré des relations compliquées avec son entraîneur Luis Fernandez, il émerveille le public du Parc des Princes par ses gestes techniques et sa créativité. Il marque notamment un but mémorable contre Marseille en 2002 après un slalom incroyable depuis les milieux de terrain. Mais c'est en 2003 que sa carrière prend une autre dimension. Il rejoint le Football Club Barcelone pour 30 millions d'euros. En Catalogne, il devient rapidement le leader d'une équipe en reconstruction et conduit les Barça à son premier titre de la Liga depuis 1999 dès 2005. L'année suivante, Ronaldinho atteint l'apogée de sa carrière. Il remporte des ballons d'or en 2005. Il décroche la Ligue des Champions en 2006, battant Arsenal en finale. Il est ovationné par les publics du Santiago Bernabéu après une démonstration des classes face au Real Madrid. Après avoir tout gagné à Barcelone, Ronaldinho connaît une baisse des régimes, moins impliqué à l'entraînement. Il quitte les clubs en 2008 pour rejoindre l'AC Milan. Malgré quelques éclairs de génie, il n'atteindra plus jamais son niveau d'antan. En 2011, il revient au Brésil et joue pour Flamengo, puis l'Atlético Mineiro, avec qui il remporte la Copa Libertadores en 2013. Après des brèves expériences au Querétaro, au Mexique et à Fluminense, il prend officiellement sa retraite en 2018. Ronaldinho a marqué son époque par son style unique, un dribble magique qui élimine les défenseurs, un sourire permanent, symbole du plaisir de jouer, de coups de franc chirurgicaux et des passes géniales. Après, avec 2 ballons d'or FIFA 2004 et 2005 et une Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, il fait partie des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du football. Son héritage est immense et son nom restera gravé comme l'un des plus grands artistes du ballon rond. Et donc voilà ce qu'on peut retenir de Ronaldinho, de sa personne, de sa carrière, de comment il est parti depuis le Brésil à devenir ce joueur qui a marqué les temps au Football Club Barcelone, mais aussi au Paris Saint-Germain, même si ce n'était pas aussi non plus l'amour fou avec Luis Fernandez. Voilà, c'était donc la samba du football. Ouais, ce but face à Marseille, tu aurais dû t'en passer. Mais bon, Ronaldinho, c'est ce type de joueur qu'on ne peut pas détester parce que ce qu'il fait avec le ballon, ce qu'il a pu faire avec le ballon, c'est resté dans la mémoire collective de tout le monde. Et même les gamins aujourd'hui, il suffit d'aller sur YouTube, on vous présente les images de Ronaldinho, ils deviennent fans de ce joueur-là parce que ce qu'il faisait a été exceptionnel. On ne remplacera jamais Ronaldinho parce que ça restera Ronaldinho, mais comme tous les Brésiliens, ils nous laissent souvent sur la fin parce que j'ai comme l'impression que Ronaldinho un goût d'inachevé, souvent. Ronaldinho, c'est une ou deux Ligues des Champions, alors que je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Ronaldinho, c'est une seule Coupe du Monde, donc heureusement pour lui, il y a le ballon d'or. Ouais, quand même. Donc c'est un joueur qui aurait pu faire beaucoup plus, mais ce qu'il a déjà fait, c'est exceptionnel. Mais ce qui va rester de Ronaldinho, c'est ce personnage-là. Il a un personnage qui est exceptionnel et je crois qu'il a touché les cœurs de tous ceux qui aiment le football. Et il n'y aura peut-être pas de Ronaldinho parce que c'était un joueur qui portait peut-être les couleurs d'un club, mais Ronaldinho portait plus les couleurs du football que d'un club.
On est d'accord, maintenant on va donc laisser place à la rencontre entre l'humour et le football. C'était donc un entretien exclusif et aussi plein de bonnes choses. C'est donc avec Maman, le président de la République très très démocratique du Gondwana. Avec lui, on était dans le focus, c'était hier. On va les suivre et ce sera donc la fin de l'émission. Merci de regarder la team JMJ, c'est le focus. Aujourd'hui, on reçoit Maman qui est à Lubumbashi pour un spectacle, on va dire humoristique. Avec lui, on va donc aborder les thèmes concernant son spectacle, mais également les thèmes qu'il aborde dans ses spectacles. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Maman. Bonjour. Déjà, comment vous trouvez l'atmosphère ici à Lubumbashi? Ben, elle n'a pas changé, j'étais là il y a 12-13 ans, donc je retrouve le calme, la sérénité de Lubumbashi et puis surtout des températures très, très clémentes, très agréables, 20-22 degrés, c'est bien. Je viens de Abidjan où il fait 33, j'étais à Kinshasa pareil, il faisait 28-30, donc quand je suis arrivé ici, pas besoin de mettre de la clim, c'est super. Donc très content de revenir à Lubumbashi. Donc dans de très bonnes conditions, vous préparez votre spectacle. Joël, une question sur le spectacle de Maman. Oui, Maman, vous avez choisi le thème Histoire pas drôle de l'Afrique. Oui. Qu'est-ce que les gens qui vont venir vous voir ce soir doivent s'attendre, parce que c'est un thème qui attire énormément la curiosité des gens. Oui, alors le pas drôle, il est entre parenthèses. Donc mon challenge, c'est de faire rire avec cette histoire pas drôle de l'Afrique. L'Afrique, on est le dernier continent à n'avoir pas encore raconté notre histoire. C'est toujours les autres qui parlent à notre place. C'est toujours les autres qui racontent l'histoire. Et bien sûr, ils la racontent en étant les gentils, en étant les héros dans cette histoire. Donc il faut que nous, les artistes, il faut que même les historiens, les hommes politiques, les citoyens lambda, qu'on prenne la parole, qu'on donne notre vision du monde. Qu'est-ce qu'on pense du monde? Qu'est-ce qu'on pense de l'élection de Donald Trump, par exemple? Qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce qu'on pense de Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'on pense de notre propre histoire? Donc l'histoire pas drôle de l'Afrique, c'est... j'ai remarqué depuis un petit moment, les gens parlent beaucoup de panafricanisme, on parle de Lumumba sans connaître Lumumba, on parle de Kwame Nkrumah, on parle de Thomas Sankara. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest et on le voit tout le temps. Il y a eu toute cette vague de coups d'État avec derrière les jeunes qui se lèvent, souveraineté, oui, on veut retrouver notre indépendance. Donc ça veut dire que les indépendances africaines ont échoué. Si aujourd'hui, en 2025, la jeunesse qui a 20 ans, donc qui est née au début des années 2000, de descendre dans la rue, ou aujourd'hui descendre dans la rue, c'est plutôt aller sur les réseaux sociaux et dire son mécontentement. Donc dans ce spectacle, je parle de la conférence de Berlin 1884, où les puissances de l'époque, on a trop tendance à penser qu'ils ont tracé les frontières. Ils se sont dit, alors que non, ils se sont plutôt entendus sur comment se partager le continent. Le premier arrivé, c'est chez lui, et puis il laisse passer les autres. C'est vraiment un code d'entente qu'ils ont fait à la conférence de Berlin. J'en parle dans le spectacle, mais je parle pas que de ça. Je parle vraiment je fais des allers-retours entre le passé et aujourd'hui. Ce qui se passe à l'est de la RDC, ça prend ses racines dans l'histoire. Ce qui se passe au Sahel et tout. Donc, d'abord, faut pas oublier que c'est un spectacle d'humour. D'humour, d'abord. Voilà. Donc, l'histoire est un prétexte et je fais des sorties de route pour faire rire, mais en gardant en fil rouge ce message. Donc, faut pas que les gens pensent que ils ont séché, ils ont fait l'école buissonnaire, ils ont raté les cours d'histoire, que maman va leur faire des cours d'histoire. Vous avez abordé plusieurs sujets lors de vos spectacles. Moi, par exemple, et les autres aussi, je crois, on a pris le temps de vous écouter sur RFI, à vous voir aussi au Parlement du Rire et ce qui va avec. Mettons un peu à côté votre spectacle que vous faites aujourd'hui. C'était comment? Parce que
c'est une émission sportive. C'était comment pour vous la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, parce que vous avez vécu ça de près. Est-ce que les gens finalement ont ressenti ces besoins réels de rire, même quand on n'a pas envie de rire? Quand ça fait mal quand on combat, après un match de football, vous avez une défaite, mais après Maman surgit sur Canal+ pour une émission après pour vous détendre. Oui, le rôle du rire, c'est ça. Un penseur français disait que le rire, c'est la politesse du désespoir. C'est quand on est désespéré. Au lieu de sortir dans la rue, insulter les gens, exprimer sa colère, je suis malheureux, je veux tout casser, juste par l'humour, par un trait d'humour, ça donne déjà, c'est la civilisation. Je suis poli, je suis bien élevé, je vais prendre des leçons de ce qui m'arrive pour essayer d'avancer et en faisant rire. Les Anglais sont très forts là-dedans, c'est pour ça qu'on parle d'humour anglais. Ils se servent de l'humour justement pour pointer des doigts ce qui ne va pas dans la société, ce qui ne va pas dans leur propre vie. Et donc, pour revenir à la Coupe d'Afrique, moi je l'ai vécu sur place. Voilà, on faisait une petite capsule d'humour chaque soir. Il y a deux choses aujourd'hui qui réunissent les Africains, c'est le football, la politique. Et l'humour doit se servir des deux. Et quand j'ai proposé le Parlement du Rire au directeur des programmes de Canal+ à Paris, je lui ai dit, je te propose la Coupe d'Afrique des Nations du Rire. Okay. Et le Parlement du Rire, c'est ça. Sur un plateau, on reçoit des gens de RDC, on reçoit des Rwandais, on reçoit des Sénégalais, du Mali, du Burkina, et chacun vient représenter son pays. J'ai vu des humoristes guinéens qui sont venus avec le drapeau de la Guinée. Dans le public, il y avait le drapeau de la Guinée. Et beaucoup d'humoristes, avant de venir au Parlement du Rire, quand on leur envoie l'invitation, ils passent voir les autorités de leur pays. Je m'en vais représenter le pays au Parlement du Rire. Donc voilà, c'est le football regroupe tout ça. On aime le football, on aime pour ce qu'il est. Quelqu'un avait l'habitude de dire que le football, c'est la meilleure invention pour passer le temps. Il faut que ça reste ce que c'est, quoi. C'est pour passer le temps. On va au match, on revient à la maison, mais pendant le match, on passe le temps, on laisse exprimer tous ses sentiments de colère, de joie et tout. Du moment qu'on fait ça, on n'est pas dehors à taper les gens, sa frustration, on n'est pas là à la sortir. Donc la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a été un énorme succès sportif, organisationnel. Ça a été une page de publicité incroyable pour la Côte d'Ivoire, mais en même temps, ça a vraiment réuni le peuple. La RDC qui est venue, l'équipe de RDC qui a été... Moi, j'étais sur place, donc on a vu, il y a eu un élan de solidarité pour la RDC. Le Cameroun, il y a cette rivalité historique entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et tout ça, ça s'est fait sur l'humour. Et souvent, vous abordez les thèmes politiques, sociétaux. Et lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était pour la première fois que vous abordez les thèmes sportifs. Et comment vous avez su concilier les sports et l'humour? Ben, c'est pas la première fois. Hein. Bon, pour moi, personnellement, c'était la première fois. J'adore le football. Et pour ceux qui se souviennent, il y a quelques années, par exemple à la Coupe du Monde 2022 ou 2018, en Russie, j'avais écrit un petit programme que j'ai proposé à Dick Cravate, qu'on faisait sur Canal+, le prof de foot. Prof de foot, folie. Voilà, prof de foot, c'était moi qui écrivais tous les textes et je donnais à Dick Beu pour le faire. Donc même dans le Parlement du Rire, régulièrement, on aborde le football. Et sur France 24 aussi, j'avais fait des chroniques à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 2012. Ça fait longtemps, donc c'est des chroniques sur le football. J'aime le football comme tous les Gondwanais et en faire de l'humour. Et la question c'est comment vous parvenez à concilier l'humour et les sports? Dans la thématique, dans la conception de textes. Il n'y a pas de technique pour ça. C'est le public. Si le public aime, ça veut dire qu'on a réussi dans cette entreprise-là. Mais je n'ai pas de recette magique pour ça. Oui, j'aime le football. L'humour, c'est mon métier. Donc j'essaie d'écrire là-dessus. Même sur mes chroniques sur RFI, régulièrement, je parle de football. Et moi, j'aimerais savoir... dans le football, il y a des dirigeants et en Afrique, on a la CAF, la Confédération africaine de football. Oui. Est-ce que vous
vous vous considérez quelque part un petit peu comme étant le président de tous les humoristes africains parce que vous avez quand même rassemblé énormément d'humoristes et ce rôle-là, j'ai comme l'impression que voilà, ça s'apparente à ce que fait un président de la CAF par exemple. Non, des humoristes, c'est vraiment mes amis, c'est mes frères, on est une famille. Donc c'est comme ça fait 10 ans maintenant que le Parlement du Rire existe. Ouais. Abidjan, capitale du Rire, pareil, ça fait 10 ans. Il y a un autre projet que j'ai lancé aussi en 2015, c'est le prix RFI Talent du Rire. Qui est une sorte de tremplin pour les humoristes dans toute l'Afrique. Il y a deux lauréats qui sont de RDC, Roncia et puis Legnotta. Legnotta. Voilà, donc c'est mes amis, les artistes, on est tous on est une famille, donc il n'y a pas de président. Il n'y a pas Maman le guide. Non. Dès que tu dis que tu es le guide, ça veut dire que tu es derrière. Ça veut dire que tu es perdu, tu as besoin de GPS. Non, si je dénonce ça dans le Gondwana, je ne dois pas l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ce que je dénonce dans mes chroniques du Gondwana, c'est justement cet autoritarisme, je suis le guide, vous me suivez, vous ne dites rien, celui qui dévie, on lui tape sur les mains. Non, on est tous des adultes, chacun est libre de venir. Si tu ne veux pas venir au Gondwana, tu ne viens pas. Si tu ne veux pas venir au Parlement du Rire, tu ne viens pas. L'entrée au Parlement du Rire, c'est démocratique, c'est ouvert à tous les humoristes d'Afrique et même les slameurs. On accueille des slameurs, on accueille des magiciens. Si tu arrives à avoir du succès auprès du public, c'est ouvert. C'est très simple pour participer au Parlement du Rire. Il faut envoyer 3-4 textes qui ne dépassent pas 4 minutes à l'adresse mail suivante parlementdurire@gondwanacity.com, tout en minuscule. Vous envoyez 3-4 textes. Il faut envoyer plusieurs fois. Ça ne coûte rien d'envoyer un mail. Ouais, ça coûte rien. Mais moi, j'aimerais savoir, peut-être une dernière question, c'est de savoir est-ce que vous comprenez que vous, dans votre rôle d'humoriste, vous avez quand même pu, à travers vos nombreuses idées, réunir plusieurs humoristes et donner la vitrine à plusieurs humoristes. Oui. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des grands footballeurs africains, à l'instar de Didier Drogba, de Trésor Loin RDC, ou par exemple de Samuel Eto'o, qui n'ont jamais su créer quelque chose qui rassemble tous les jeunes footballeurs d'Afrique? C'est toujours Eto'o pour le Cameroun, Drogba pour la Côte d'Ivoire. Eto'o, il a démenti hier soir. Il a été élu au comité exécutif de la CAF. Donc c'est déjà un peu panafricain. Eto'o, il est marié à une Ivoirienne. Donc il y a ce côté panafricain pour lui. Eto'o, c'est une idole pour tous les Africains. Mais là, vous prenez des footballeurs connus. Mais il y en a de moins connus qui ont créé des écoles de football. Comme au Sénégal, l'académie Djambar, il y a Génération Foot aussi. Voilà, Sacré-Cœur. Il y en a d'autres au Burkina Faso ou même au Cameroun qui ont créé, ici en RDC, je pense aussi qu'il y en a. Il y a Ojana. Voilà, en dehors même du football, le basketball, le regretté Dikembe Mutombo, voilà, qui a fait des hôpitaux, il y a plein d'humoristes. Sadio Mané, il fait beaucoup de choses pour le Sénégal, pour la jeunesse africaine. Donc, ce qu'il faut, c'est les encourager, de profiter de leur renommée, en Afrique, on voit, dès qu'on dit footballeur professionnel, on voit la fortune, l'argent. Voilà, partage ton argent. Si tu ne partages pas, on dit que tu es pingre, tu es avare et tout. Non. Quand ces gens-là souffraient avec leur famille, jouaient au quartier et tout, puis souvent certains ont immigré, sont allés souffrir là-bas, personne ne s'occupait d'eux. Mais c'est dès qu'ils deviennent célèbres, on les appelle bien jouer à l'équipe nationale. Oh, il faut un peu de reconnaissance. S'il n'a pas cette envie de venir jouer dans l'équipe nationale, il faut le laisser tranquille, mais sinon on va dire qu'il n'est pas patriotique. En entendant parler, maman, vous avez quand même une connaissance générale sur les sports et vous pouvez nous raconter des anecdotes par rapport à votre rencontre avec les foot, ou bien les sports en général. Moi, je suis comme tout Gondwanais, j'ai appris à marcher en courant derrière un ballon de football. Hein. C'est le football, j'adore le football, ça fait partie de mon ADN. Je ne rate jamais un match de la Première Ligue ou de la Champions League ou de la Coupe du Monde ou même de la CAN. Moi-même, je jouais au football, mais depuis que je suis humoriste professionnel, je ne peux plus. Football amateur ou... Oui, amateur.
Oui, amateur. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas jouer au football parce que si je me blesse à la cheville ou tout, je ne peux pas monter sur scène. Donc, le sport que j'ai toujours fait, que j'adore, c'est la course, le footing. Je cours beaucoup les matins, voilà. Mais le football, oui, le sport fait partie de notre vie et à regarder pour passer le temps et à pratiquer pour la santé. Mais vous avez un footballeur préféré, par exemple? Il y en a plein. Moi, quand on dit entre Messi et Cristiano, moi c'est Messi, hein. Moi c'est. Il y en a qui Je sais qu'il y en a qui ne vont plus me parler. Voilà. Moi, mes deux équipes, c'est Barcelone et. Jusqu'à Barça. voilà, quand même, disons. Ah bon, les Paris Saint-Germain aussi. Hein? Les Paris Saint-Germain aussi. Qui? Le Paris Saint-Germain. Oui, Paris Saint-Germain, oui. Bah, j'ai passé. Avant le Barça ou bien après? Avant le Barça. Oh, Mais oui. Bah. Bon, je suis déçu, moi. Ça, j'ai jamais vécu en Espagne, alors que la France, j'ai vécu en France. Mais le feeling Barça-Paris, vous sentez que le Barça. Non, c'est le Barça, j'aime pour le beau jeu et tout, alors que Paris, c'est dans ma chair. J'ai vécu à Paris, j'ai rencontré ma femme là-bas, mes enfants sont nés là-bas, donc il n'y a pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. Vous avez rencontré l'amour à Paris, donc c'est normal. Mais après, j'aimerais quand même savoir quelque chose. Vous disiez ici tout à l'heure que vous transmettez des vérités au travers de vos spectacles. Vous est-il déjà arrivé une fois d'avoir des problèmes avec certains dirigeants africains? Parce que moi, j'ai vraiment pris le temps de vous écouter à fond. Vous dites certaines vérités, même si c'est couvert, des fois. Est-ce que ça vous fait des problèmes avec certaines autorités, des fois, quand vous rendez dans certains pays africains? Non, je n'en ai jamais eu. Si vous parlez de ma chronique, dans ma chronique, je ne cite pas de nom. Voilà, c'est président fondateur au Gondwana. Mais je prends toujours des indices quand je veux parler d'un pays. Si je veux parler du Sénégal, je prends des indices où les Sénégalais vont se reconnaître. Mais en général, ces indices, je les prends pour qu'un Congolais, un Camerounais ou un Togolais puisse se sentir concerné. Si je dis que le président fondateur veut modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat, il y a beaucoup de pays africains qui vont se reconnaître là-dedans. Si je dis que le président fondateur a mis en prison le chef de l'opposition, il y a beaucoup de pays africains qui vont se reconnaître. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce Gondwana et président fondateur. Et puis surtout, que RFI est écouté dans toute l'Afrique. Donc, je ne peux pas cibler un pays de précis, et puis les gens vont se dire « Ah, tu te moques de nous tu vas sur l'antenne de RFI pour que toute l'Afrique se moque de nous. » Non, déjà l'humour, c'est pas se moquer, c'est rire de quelque chose, des actes, des mauvais comportements. La moquerie, c'est pas de l'humour. Pour moi, un humoriste ne doit pas se moquer de quelqu'un, il doit se moquer d'actes posés, et c'est là qu'il doit en révéler l'absurdité. C'est ça le rôle de l'humoriste. Maman, tout comme dans le football, il y a les footballeurs, parfois ils sont face au déni des sportifs quand ils sont à méforme. Ça vous arrive aussi dans les spectacles, quand vous n'êtes pas vraiment au top de votre forme, il y a un déni. Il n'y a pas ces feelings-là, ça vous arrive. Comment vous gérez ça? Oui, bah c'est ça. L'humour sur scène, c'est l'art le plus difficile sur scène. Parce qu'un chanteur, il monte il fait son concert, il peut même tourner le dos, il chante, on écoute, les gens dansent. Mais nous, les humoristes, c'est comme une partie de tennis. On envoie une vanne, le public doit renvoyer avec le rire. Et c'est comme ça. Il y a des fois, tu envoies une vanne, il n'y a rien qui revient. Donc tu te retrouves tout seul avec un silence. Et tu dois pouvoir rebondir. Et ça, c'est les répétitions qui font ça, c'est l'expérience. Mais ça vient, des fois, une même vanne peut faire rire un public aujourd'hui, et demain, la même vanne ne va pas faire rire du tout. Mais ça vient toujours de toi. Ça vient toujours de toi. Les mauvais humoristes, ils disent toujours « Ah non, le public aujourd'hui n'est pas intelligent. Ah, le public n'a pas compris ma vanne. » Non, ça vient toujours de toi. Tu as mal vendu ta vanne, il y a un rythme dans l'humour. Tu as mangé des mots, ou tu n'as pas parlé assez fort, ou tu as été trop vite. Et puis, on est des êtres humains.
on a mal dormi, on est malade, on a eu des problèmes avec quelqu'un avant d'entrer sur scène ou avec notre femme. Voilà, c'est tout ça qui est là, c'est du spectacle vivant, donc c'est des choses qui arrivent. Et tout de suite, comment vous faites pour rebondir après? Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à se reprendre tout de suite, à aller même gâcher tout son spectacle par après. Comment vous faites pour rebondir? Vous avez des vannes assez préparées tout de suite? Non, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'il faut jouer. Les footballeurs, ils ont les entraînements. Voilà, c'est les entraînements. Quand tu viens voir des professionnels en train de s'entraîner, tu t'étonnes qu'ils fassent des passes toutes simples. Amorti, contrôle, passe du plat du pied, etc. Des trucs basiques. Donc quand tu es dans la surface de réparation, dans le feu de l'action, il faut que tu maîtrises l'amorti, la passe, voilà. Et tout ça, ça vient de l'entraînement. Si tu t'entraînes pas, si tu ne répètes pas, si tu ne joues pas très souvent, tu ne peux pas rebondir. Moi, j'ai une toute dernière question. Celle-là, si je la pose pas, c'est très grave. Beaucoup d'Africains vous regardent et on sait qu'en Afrique, l'argent, parfois, ça peut paraître tabou, mais on aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Maman gagne énormément d'argent à travers son métier? Non, pas énormément. En Europe, si j'étais resté en Europe, je gagnerais beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais l'argent n'est pas mon moteur. L'argent, on travaille pour gagner de l'argent, pour vivre, faire vivre sa famille et tout. Mais si je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent, je serais resté en France. Mais je suis né, j'ai grandi en Afrique. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait Laurent Ruquier, Jamel Comedy Club, RFI, mais dans ma tête, j'avais toujours l'ambition de rentrer en Afrique pour faire mon métier d'humoriste, parce que ma matière première dans mes spectacles, dans ce dont je parle, c'est l'Afrique. J'aurais pu rester en France, faire l'Africain de service là-bas, parler des problèmes de l'Afrique. Le public dans la salle va rire et tout. Je veux trouver le moyen de rire. Des problèmes de démocratie en Afrique, les trous dans les routes, les délestages, ils vont rire. Mais après le spectacle, ils vont sortir, ils vont retrouver leur confort parisien. Ils vont prendre le métro, les voitures, les routes sont bien. Ils vont rentrer chez eux, ils appuient sur le bouton, il y a la lumière, il n'y a pas de coupure. Voilà. Donc ça ne fait pas avancer quelque chose. Ce qu'ils peuvent faire de plus, c'est peut-être donner de l'argent à des ONG qui vont venir nous aider. Mais quand je suis en Afrique même, je parle à un public africain et je parle de manque de démocratie, des coupures de courant, de manque de possibilités de santé, d'éducation, d'école. Les gens le vivent. Je parle de leur vie, je parle de ma vie. Et donc, si j'ai réussi à les faire rire de ça, c'est gagné. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience là-dedans. Ils vont dire, mais c'est vrai. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se disent, c'est vrai et c'est pas normal. Il ne faut pas que les Africains considèrent que c'est normal de souffrir tous les jours, d'avoir chaud, de ne pas avoir de transport, de marcher, aller jusqu'au travail et revenir à pied, c'est pas normal. Quand il s'agit de payer des impôts, on paye des impôts. Quand il s'agit de payer des patentes au marché, nos mamans, on vient de les embêter pour qu'elles payent. On fait quoi avec cet argent? Voilà, il faut que l'Africain se dise non, c'est pas normal. Et c'est ça que j'aime dans un pays comme la France, par exemple. Les Français, on dit c'est des râleurs et tout, mais ils ne se laissent pas faire. C'est de moins en moins. De moins en moins, Macron a réussi à anesthésier les gens et tout. Il fait des choses, il ne parle pas. Mais le Français est râleur, le Français, les syndicats, ils manifestent. Quand ils ne sont pas contents, ils le disent. Et on doit être comme ça. Le peuple doit manifester son mécontentement parce que les hommes politiques, ce n'est pas des rois. Peut-être une toute dernière chose dans l'émission. Maman, vous observez le foot. Vous pouvez faire un top 5 des footballeurs qui émergent en Afrique et aussi un top 5 des humoristes qui émergent en Afrique. Les humoristes, je n'en ferai pas parce que oui, parce que c'est mes frères, c'est mes amis et puis surtout dans l'humour, moi je suis contre le fait de faire des classements. Car on est différents. Mais c'est toujours important, savoir là qu'on se situe. Non, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Un même public, il va rire sur 10 humoristes.
mais chacun à sa façon. On doit avoir des couleurs différentes. Un artiste, les artistes, c'est ça, on doit être différents. Fally, Kofi, Were, tout ça, ils ont le même public, mais chacun a une différence. Donc, il ne faut pas faire la gradation. Maintenant, en termes de footballeurs, moi, j'aime beaucoup Mo Salah, j'aime beaucoup... Tu parles des footballeurs en activité. En activité. En activité. Voilà, Mo Salah, il y a comment il s'appelle, Marmouche. Ouais, Marmouche. J'aime beaucoup. Je le suivais quand il jouait en Francfort, en Allemagne. Et là, maintenant qu'il est à City, l'année prochaine, il va exploser. J'aime beaucoup, il y a des joueurs ivoiriens, il y en a beaucoup qui sont voilà, Adengra. Ouais, Adengra, qui connaît un petit passage à vide en ce moment. Il y a l'avant-centre de Dortmund, le Guinéen. Serhou Guirassy, très fort. Voilà, qui est très fort. Et au PSG, il y a le jeune Mayoulou. Oui, c'est Mayulu. Oui. Mais si je comprends, vous avez du mal à suivre le football africain, localement, on va dire, en Afrique. Comme vous. Non, on suit le foot africain. Ouais, c'est la grande difficulté, mais on suit Le football de Lubumbashi. évidemment, oui. Ouais, c'est vrai. Non, on parle de footballeurs qui émergent en Afrique. Ouais. Notre challenge, c'est le football africain. Dès qu'il y a des jeunes talents, Ils partent. voilà. Et les humoristes, on est différents. Un humoriste luchois, tu le sors de Lubumbashi, tu l'amènes à Kinshasa, il va galérer. Tu l'amènes à Abidjan, il fera rire personne. Donc, notre challenge, nous, c'est que les humoristes vivent et travaillent dans leur pays. Parce que l'humour, un humoriste de Lubumbashi, il fait rire des réalités quotidiennes de Lubumbashi. Il fait rire des langues, des jeux de mots. Si tu veux faire des jeux de mots entre le Swahili, le Lingala, le français, les réalités de... Donc il faut qu'il vive ici. Un humoriste doit toujours exercer là où il vit. Donc c'est à nous de construire cet écosystème pour qu'il puisse gagner de l'argent et pouvoir vivre là où il est. Parce que dès que tu le sors, on est comme des poissons, tu nous sors de l'eau, on est perdu. Moi, quand je travaillais en France, j'avais mes spectacles, il suffit que j'aille jouer à Grenoble, par exemple, ou à Perpignan, je suis obligé de changer certains passages de mon spectacle parce que je parle du métro, je parle du KFC, je parle des problèmes des squatteurs ou des sans-papiers à Paris. Ça, c'est spécifique de Paris. Mais tu vas dans une petite ville de province en France, ils ne connaissent pas ça. Donc, on est tout le temps obligé de s'adapter. Merci Maman pour ce bel entretien. C'était donc la team GMJ avec le Focus. On va se retrouver samedi prochain pour un autre numéro de votre émission. Ça sera encore pour notre plaisir de vous servir. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rieur. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team GMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.